chers participants et chers organisateurs de cette noble formation. Je tiens vraiment à vous féliciter pour les initiatives et je profite, vous m'excusez, de féliciter la présidente Madame Aminata Baldé pour sa détermination. Sans plus tarder, comme le modérateur l'a dit, je suis là pour faire une petite présentation. J'aurais voulu, comme à mes habitudes, un débat interactif, mais comme c'est en ligne et pas une plateforme, c'est souvent compliqué de le faire ainsi. Donc, la thématique qui m'a été confiée est intitulée Les changements climatiques menacent sur la nature. Alors, j'ai essayé de reformuler ça pour sortir quelques mots dans la thématique. Donc, l'intitulé que vous voyez, les menaces du dérèglement climatique sur la nature, je crois que c'est une thématique synonyme à ce que vous m'avez envoyé. C'est parce que je tenais à sortir un mot dedans que j'ai souligné même dans la thématique, le dérèglement climatique. Parce que lorsqu'on parle de changement climatique, souvent, les gens n'aperçoivent pas l'enjeu climatique. Il y a toujours changement. Il y a toujours changement. Alors là, la thématique appropriée pour la jeunesse et les enfants, ce que j'utilise souvent, c'est le dérèglement climatique. Et lorsqu'on le dit, tout le monde sait que c'est qu'il y a un problème. Et pour faire la petite présentation sur cette thématique, les menaces du dérèglement climatique, je ferai l'effort de rester un peu court, très court, sinon 20 minutes ou 25 minutes parce qu'on aurait déjà perdu du temps pour nous connecter. Donc, j'ai proposé une petite introduction que j'ai dénommée les changements climatiques. Je n'ai pas eu la chance, à cause de mes mouvements, mes déplacements, mes consultations, d'assister aux précédentes formations. Donc, je ne sais pas exactement si mes prédécesseurs ont déjà abordé les changements climatiques. Toutefois, j'ai voulu aborder quelques concepts sur ce qui a fait que nous avons parlé de la nature, les changements climatiques. Donc, j'ai mis ça comme le point zéro, une introduction, pour juste, parce que mes présentations ne seront pas longues, que ce soit au niveau de 1, où je parlerai d'impact sur les écosystèmes. Au niveau de 2, je parlerai des impacts sur la biodiversité. En 3, je parlerai des impacts sur les ressources en eau. Et 4, je parlerai également des impacts sur l'agriculture. On a spécifié l'agriculture pour voir ce que ça montre sur nos territoires. Et là, après avoir présenté ces impacts, notre présence ici, en quoi cela peut être utile maintenant pour les communautés. Nous avons pensé comment on peut proposer les actions pour protéger véritablement la nature. Et enfin, le rôle des jeunes que nous sommes pour la lutte contre le dérèglement climatique. Je crois que les deux derniers points, ce serait juste, on ira un peu à travers le monde pour voir ce que chacun fait et ensemble ici, nous allons faire le débat interactif sur ces derniers points. Alors, on m'appelle Laurent Hongbono, comme il a dit. Je suis naturaliste, entomologiste agricole de formation, consultant en environnement et développement durable, expert certifié en évaluation environnementale des politiques et projets de développement. Ceux qui voudront me contacter, j'ai laissé mon adresse mail sur le document que je vais vous partager en PDF tout à l'heure. Alors, je parlais des concepts lorsqu'on parle des changements climatiques. Si vous ne m'entendez pas, chaque fois, essayez de me faire un coucou. Donc, je crois que Aminata est là et elle peut directement m'appeler par WhatsApp pour que je puisse savoir que je me suis connecté à la salle. Oui. Pardon?
OK. Merci beaucoup. Je le disais, j'ai dit que vous avez déjà parlé des changements climatiques parce que le problème pour lequel beaucoup d'organisations sont créées, puis beaucoup de jeunes ont pris conscience aujourd'hui, c'est les changements climatiques que je dénommais le dérèglement climatique. Et si vous en aviez déjà parlé, je serais très content qu'on fasse le débat interactif après, mais toutefois, je rappelle maintenant les concepts. Lorsqu'on parle des changements climatiques, c'est réellement quoi? Parce que beaucoup, j'ai toujours dit que cette thématique ressemble un peu à une thématique scientifique, mais tout le monde s'engage, même si tout le monde s'engage, est-ce que réellement ce que nous communiquons au sein des populations, à nos communautés, est-ce que réellement c'est de ça qu'il est question? Il ne s'agit pas de dire changement climatique, la chaleur, la pluie, non, ça ne veut rien dire. Parce que la pluie, la chaleur, ça existait avant même les changements climatiques. Et quand je parlais de concept, nous allons partir de ce qu'on appelle le temps, parce qu'il faut comprendre le temps et comprendre également le climat avant d'en parler. Parce que beaucoup communiquent, on parle juste du temps et on ne parle pas de climat. Le temps, en quelque sorte, la météo, un événement ou un phénomène qui se produit dans l'atmosphère à un moment précis et à un point précis. À un moment précis, c'est les deux mots là. J'ai oublié de souligner ça. Un moment précis et en un point précis. Et j'ai donné un exemple dans le contexte de tous les pays. Hein. Nous avons, quand on rentre dans un pays, on dit nous avons les périodes des saisons. Soit c'est 2 saisons, soit c'est 4 saisons, comme au Bénin, on a 4 saisons, 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. Alors, lorsqu'on prend ces saisons individuellement, la grande saison pluvieuse et la petite saison pluvieuse, on ne peut pas assimiler cela à un changement climatique. C'est un temps. Ça vient comme ça, comme cela se doit chaque année parce que la planète sur laquelle nous sommes a besoin toujours de ces éléments pour un équilibre. On a besoin de manger. Il faudrait qu'il y ait la pluie pour produire. On a besoin de soleil. Il faudrait que tout ce qui est produit trouve un peu de rayon solaire pour que la photosynthèse ait lieu. Il faudrait que les arbres trouvent des rayons solaires pour que la photosynthèse ait lieu. J'ai dû donner un exemple. Donc, le temps, c'est un événement à un moment précis et en un point précis. Donc, partant du temps, je peux maintenant définir le climat. Le climat prend en compte maintenant le temps que je viens de développer, le temps moyen sur longue période. Vous voyez là maintenant que quand on parle de climat, ce n'est pas juste prendre une année et dire il y a une forte pluie aujourd'hui, il y a la saison sèche qui a fait mal, il fait très chaud, on va définir qu'il y a des changements climatiques. On définit le climat compte tenu d'une période donnée, une longue période, et non le temps qui est défini sur un moment précis, en un point précis. Donc, lorsqu'on parle des changements climatiques, ce n'est pas seulement il y a une forte pluie cette année qu'on parle des changements climatiques. Les observations se font sur une longue période de 10 ans, 20 ans, 40 ans. Et c'est avec cette évaluation scientifique qu'on peut maintenant parler des changements climatiques. Donc, j'ai voulu faire sortir ce concept avant qu'on évolue. Je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé. Alors, partant maintenant de ces deux points, le temps, le climat, nous allons définir un peu l'atmosphère parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, on parle des changements climatiques, tout se joue au niveau de l'atmosphère. Et c'est quoi l'atmosphère? L'atmosphère, elle comprend, c'est-à-dire l'atmosphère correspond à l'enveloppe gazeuse de la Terre. La Terre sur laquelle nous sommes a une enveloppe, plusieurs enveloppes, mais il y a une enveloppe qui contient des gaz. Et c'est là tout se joue. Et il s'agit d'une sorte de cocon. Quand on parle de cocon, je prends l'exemple en entomologie, des insectes, par exemple, certains insectes pour se protéger vont se fabriquer une sorte d'habitat, donc un cocon qui protège toutes les composantes de la Terre.
sans elle, la vie n'aurait pas été possible. Donc, l'atmosphère, c'est une enveloppe. Et ça se joue, le climat, le temps, tout se joue au niveau de l'atmosphère. Maintenant, partant de l'atmosphère, lorsqu'on parle des changements climatiques, c'est qu'on fait appel à certains gaz. Parce que les gaz existent naturellement. Tous, on parle un peu de gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre n'est pas une mauvaise chose. Ce sont des gaz présents dans l'atmosphère qui régulent les conditions et l'équilibre au niveau des 4 zones constituant cette couche, à savoir, on a plusieurs zones au niveau de l'atmosphère aussi, la troposphère, ou ceux qui prennent un peu l'avion à partir de 10 km au niveau de tropopause, l'avion ne peut plus dépasser ça pour rentrer dans une autre couche, bon, je dirais une autre zone, comme la stratosphère. Donc, au niveau de ces différentes zones, on a toujours des éléments, que ce soit les gaz, la température moins 0, moins 55, 56 degrés quelque part, à partir de la troposphère, on parle de plus qu'un degré Celsius. Donc, on continue progressivement pour aller dans chaque zone de l'atmosphère. Et au niveau de ces couches, il y a toujours les gaz à effet de serre qui existent naturellement. Donc, lorsqu'on parle des changements climatiques, on assume ça. Climat, on parle des gaz à effet de serre. Voilà les 3 concepts-là, 4 concepts que nous allons comprendre d'abord et voir qu'est-ce qui se passe réellement, et on parle des changements climatiques. Je vais montrer 2 figures et là, à partir de ces différentes définitions que chacun pourrait comprendre et au niveau des débats, on peut poser des questions. On pourra aussi faire une idée des changements climatiques. Alors, nous sommes ici, j'ai choisi ces images-là sur Internet aussi. Et vous voyez déjà qu'à côté, ce qu'on nous montre à l'école Globe, et c'est la Terre qui est schématisée ainsi. Vous allez voir que quelque part, c'est beau, quelque part, ça brûle. Donc, les changements climatiques sont schématisés ainsi. Ce qui se passe au niveau de la Terre, vous voyez le feu, ça prend toute la Terre, l'aspect que vous voyez là. Le feu est en train d'avaler ça. Donc, tout ce qui est dedans comme espèce, ça va disparaître. Même les hommes que nous sommes, nous allons disparaître parce que nous constituons aussi des animaux. Les hommes font partie des animaux et on va disparaître. L'homme n'est pas un externe à cette sphère-là, à ce globe-là. Nous sommes dedans. Toutes les composantes sont dedans. Et si le feu prend tout le globe, c'est que tout le monde passe. Oui. Oui, allô? Ah, là, ce n'est pas... Si vous m'entendez, ça veut dire il y a un problème de connexion sur certains. Parce que si une personne entend, c'est que les autres... Voilà, si une personne entend, les autres doivent entendre normalement. Moi, j'entends très bien. Est-ce que je peux continuer? Parce que si vous ne m'entendez pas... Oui, vous pouvez continuer. Moi, je ne comprends rien. Et je ne vous entends pas. Vous ne m'entendez Je pas. n'entends rien Ça me ici. ferait... Ok. Là, j'aurais voulu que tous ceux qui sont dans la salle m'entendent parce que ce serait une peine perdue pour moi si juste une personne ne m'entend pas. Parce que je n'aimerais pas que les gens perdent leur temps pour rester dans la salle et ne rien entendre.
Mais comme le modérateur l'a dit, même si on fait la présentation, vous aurez après l'enregistrement, voilà, vous allez réécouter. Oui, alors, voilà, moi aussi, je voulais ajouter, je vous attends bien, monsieur. Moi-même, je vous attends bien aussi. OK. Voilà. Monsieur le formateur, j'aurais voulu que vous continuiez. Moi, en personne, je vous reçois 5 sur 5. OK, merci beaucoup. Alors, je montrais les deux schémas là. J'ai montré ce qui se passe et on parle des changements climatiques. Ce qu'on peut montrer même à tout paysan qui n'a aucune idée de ce qu'on appelle gaz à effet de serre quand on le montre. Donc, je parle parce que une organisation qui organise un truc comme ça, c'est parce qu'on est dans la dynamique de sensibiliser et d'atteindre le plus grand nombre possible. Donc, 16 ans d'image, s'il vous plaît, celui qui laisse le micro peut éteindre ça. Ça va nous permettre de nous entendre. Merci beaucoup. Et puis, lorsque vous leur montrez ça, tout le monde voit directement le feu. Même s'il ne voit pas les changements, les gaz à effet de serre, on sait directement qu'il y a un danger. Et puis, à côté, tous ils savent qu'aujourd'hui, la sécheresse, ça prend énormément et les espaces arables, les espaces cultivables sont en train de partir. Donc, c'est des schémas qui montrent également les effets des changements climatiques, des dérèglements climatiques que vous pouvez montrer aux gens pour leur dire, attention, ce qui arrive est pire. On ne trouvera pas à manger. Il fera tellement chaud, le feu veut nous engloutir. On va maintenant dans l'enfer. Donc, j'ai juste mis ces deux schémas pour montrer à partir des définitions qu'on peut déjà aborder c'est quoi réellement les changements climatiques. Au suivant, je vais faire la définition des changements climatiques à partir des 4 autres définitions. Les changements climatiques sont des changements de caractéristiques ou aléas climatiques sur de longues périodes. On a défini le climat tout à l'heure comme le temps moyen sur une longue période. Donc, si on doit parler de changement climatique, c'est qu'il faut évaluer les caractéristiques ou aléas climatiques sur des longues périodes. Donc, le changement climatique est dû au réchauffement planétaire provoqué par la révolution industrielle vers la fin du XVIIIe siècle. Parce que lorsqu'on parle de révolution industrielle, c'est vers la fin du XVIIIe siècle. Et c'est là qu'on a commencé par agir conséquemment sur la planète avec l'augmentation de la température moyenne à la surface. Donc, c'est des notions à comprendre pour savoir c'est quoi les changements climatiques. Et quand je parlais de changements de caractéristiques ou les aléas climatiques, c'est quoi réellement les aléas climatiques? Nous avons la température, on a l'humidité, les précipitations, le vent et les phénomènes météorologiques importants. C'est à ces niveaux qu'on peut évaluer maintenant les changements climatiques. Ce sont ces éléments qu'il faut évaluer sur de longue période pour apprécier s'il y a les changements climatiques ou pas, et non sur une saison, et non sur une année. C'est sur une longue période qu'il faut apprécier la température, l'humidité, les précipitations, les vents et les phénomènes météorologiques importants. Donc, je tenais à faire des clarifications sur ces concepts-là. À la suite des changements climatiques, comme je parlais des actions, qu'est-ce qui a causé ça réellement? Les causes des changements climatiques, je sais que vous savez beaucoup parce que les autres communicateurs auraient déjà abordé ça. Mais ils sont précipitalement causés par les actions anthropiques. Et lorsqu'on parle d'actions anthropiques, ce sont les humains, les hommes qui ont causé ça et comment. Il y a des activités humaines comme la pollution, la déforestation, la consommation d'énergie fossile, etc. C'est
ces activités humaines ont agi maintenant sur les aléas climatiques. On a, comme sur effet sur l'atmosphère, le réchauffement est dû à l'augmentation des gaz à effet de serre. Écoutez bien, j'ai parlé de l'augmentation des gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il y en avait les gaz à effet de serre. Donc, il y a augmentation. Et ceux qui utilisent souvent les thèmes un peu scientifiques, ils vont vous parler de gaz à effet de serre additionnel, c'est-à-dire il y a un complément de gaz à effet de serre. Et ce complément est causé par l'homme. Donc, j'ai essayé de citer les principaux gaz. Il y en a plusieurs, je précise. Il y en a plusieurs, mais les principaux gaz qui agissent sur le climat, nous avons, c'est ça, les gaz, on les appelle les gaz à effet de serre additionnels. On a le CO2, le CO2 seul. Le CO2 seul contribue au réchauffement climatique à 64%. J'espère que vous m'écoutez. Le CO2 seul contribue au réchauffement climatique à 64%. Ça veut dire quand on prend le réchauffement climatique, de quoi on parle aujourd'hui, le dérèglement climatique, le CO2, la libération de CO2 seul contribue à 64%. Et à partir des années du 750, il y a une augmentation de CO2 que j'ai mis en couleur rouge de 40%. 40%, la contribution anthropique, c'est 40% de CO2. Même si le CO2 existait, l'homme a agi et a augmenté le CO2 à 40% maintenant à partir de la révolution industrielle. À part le CO2, on a le CH4 qui vient, le méthane, qui vient directement avec 18% de contribution sur le dérèglement climatique. Mais nous avons contribué avec 150%. Quand la révolution industrielle, quand on parle de CH4, souvent, c'est le bétail. Vous allez voir qu'on a contribué à 150%. Vous voyez qu'il y a une accélération, même si ça ne contribue pas au réchauffement climatique comme le CO2, on a plus libéré ça. Et il y a aussi nitreux, N2O. Aussi nitreux, c'est 6%. Donc, c'est lors de la composition chimique, on va parler d'ozone. Donc, à 6% et on a contribué à 20%. À part ça, il y a les HFC, PFC, bon, ceux qui utilisent la climatisation de véhicules, tout ça. Donc, c'est les petits gaz là. Ça ne contribue pas comme les autres, mais c'est des gaz qui agissent petitement. Quand vous contribuez un peu, l'autre contribue un peu, ça va devenir grand. Ça va agir maintenant sur le climat et on va commencer par parler de dérèglement climatique. Donc, je tenais à faire sortir ces concepts-là pour nous remettre maintenant dans la peau de quelqu'un qui veut voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la nature. Donc, nous allons faire sortir, j'ai sorti un peu de schéma aussi. J'ai pris des images sur l'Internet aussi pour vous montrer que ces gaz, comment ça agit, méthane, dioxyde de carbone, CO2, et puis, ils ont montré aussi la provenance, le bétail, usine, tout ça. Ici, vous voyez les rayons. Il y avait le soleil qui donnait ces rayons énergiques transformés en lumière. Mais quand nous, on a contribué, c'est qu'on a libéré plus et ça retourne vers le haut et ça revient encore sur la Terre, sur la planète et ça se réchauffe. Donc, nous avons montré à côté le schéma qui est un peu clair à côté. Vous allez voir la contribution. L'énergie seule, c'est-à-dire on parlait de la combustible fossile. L'énergie seule contribue à 35%. 35%, l'énergie seule. Et puis l'industrie, transport, agriculture, chaque secteur avait son pourcentage. Vous aurez le document. Donc, vous allez voir qu'on a regroupé aussi, quand on parle de CO2, quels sont les secteurs qui dégagent le CO2 dans l'atmosphère. Donc, nous avons, il y a l'énergie qui est là, il y a le transport qui est là, il y a également la déforestation, parce que lorsque vous faites la déforestation, forcément, vous détruisez les puits à carbone. Donc, on ne pourra plus séquestrer le CO2 et on va libérer ça. Donc,
tout, vous allez voir, vous allez à la lecture, vous, si vous ne comprenez pas, vous me revenez par mail ou bien par mon numéro WhatsApp qui est sur le document. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer. On a déjà parlé du changement climatique. On va aborder maintenant les concepts sur la nature. Et nous venons de mettre, on va aborder l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes. Si déjà, chacun de nous, on comprend déjà ce qu'est changement climatique et on comprend ses conséquences, ça doit agir sur quoi? On a choisi quelques compartiments de la nature et on va voir l'influence. Donc, vous voyez, cette augmentation, l'inondation que vous voyez, ce n'est pas pour juste une saison qui donne comme ça. Même si c'est une saison et dans une zone où vous voyez la montée d'eau, sachez que il y avait déjà l'augmentation à des niveaux donnés et ça va surprendre ceux qui sont là. Mais pas seulement une seule pluie qui donne parce qu'on aurait fait du foncier ce que l'on veut et ça donne parce qu'on n'a pas bien tracé, parce qu'on n'a pas fait de bon aménagement et ça donne, on va commencer par parler de changement climatique. Non, c'est lorsque le truc est bien fait et ça nous surprend, on ne sait pas, sur longue période, ça nous a envahi, on n'a pas une solution appropriée à cela, qu'on peut commencer par parler de changement climatique. Et puis, les habitations des hommes, les plantes, il y a les plantes et autres, ça, tout ça, c'est les écosystèmes. Et quand on dit ça agit sur les écosystèmes, vous allez voir que ça soit l'homme, que ça soit d'autres espèces. Je n'aime pas parler d'animaux parce que l'homme étant aussi un animal. Que ce soit d'autres espèces, tout le monde est exposé. Donc, l'homme étant le plus grand contributeur qui a quand même une intelligence pour mieux comprendre que lui-même, il est en train d'agir, il pourra prendre conscience pour sauver les autres espèces, puisque les autres espèces ont leur contribution sur le développement humain. Donc, nous autres, on doit éviter de créer d'ennui à des créatures de Dieu qui nous servent. Alors, lorsqu'on parle des impacts sur les écosystèmes, regardez le schéma que vous voyez là, tout est brûlé, tout est brûlé. Il y a la sécheresse qui a dévasté tout. Vous allez voir qu'il y aura de stress hydrique, les plants vont disparaître et on va perdre beaucoup de choses. Quand on rentre dans les savanes, on parle de l'impact sur les écosystèmes. Vous allez voir l'intensification des sécheresses, la déforestation qui est un événement aujourd'hui. Lorsque ailleurs, ce que les gens utilisaient pour faire d'autres choses, s'il y a l'influence de changement climatique sur ça, ils seront obligés de venir là où il ne faut pas couper. C'est là où, pourquoi on a mis la déforestation comme une menace là, au niveau des savanes. Donc, au niveau de la forêt tropicale également, il y a la déforestation, il y a la perte de la biodiversité. Ce sont les impacts des changements climatiques sur ces différents domaines. Zone côtière, il y aura l'érosion côtière, il y aura montée du niveau de la mer. C'est de ça, on nous parle chaque fois, montée du niveau de la mer. J'ai mis entre parenthèses inondation. Lorsqu'il y a la montée du niveau de la mer, c'est que forcément, l'eau surplus doit envahir d'autres contrées et il y aura inondation. Ça va envahir, la pluie va compléter, tout ça, il y aura inondation. Pourquoi j'ai mis ça en parenthèse? Parce que quand on parle de montée de niveau de la mer, les gens disent, qu'est-ce qu'on vient aller foutre dans la mer? Il y a la montée du niveau de la mer, c'est que la mer reste dans son domaine là-bas. Non. Quand il y a montée, c'est que le domaine continental au même est influencé. Ça va bouffer les zones côtières. C'est pourquoi on a parlé d'érosion côtière aussi. Donc, il y a également la fonte des glaciers. C'est des écosystèmes. Et quand il y a fonte, c'est qu'il y a augmentation de l'eau ailleurs. Et tout ces menaces aussi ont de conséquences sur l'homme, l'auteur même de la dégradation. Donc, j'ai mis en NB que la période, scientifiquement, il est montré que de la période du 1901 à 2010, le niveau moyen des mers à l'échelle mondiale a augmenté de 0,19 mètres. Les gens pourront demander comment ils ont mesuré ça.
on mesure ça parce que c'est des données scientifiques. Avec l'acidification due à l'émission. Quand on parle d'acidification, c'est que ça a évolué. Ceux qui ont fait un peu les études, même secondaires, quand on parle d'acidification, quelque part, c'est que ça a quitté la base vers la zone acide. Donc, c'est ce qu'on veut montrer par là. Et c'est dû à l'émission anthropique de CO2. Donc, la diminution de pH, ça a un lien avec l'acidification. Et vous allez voir qu'on a défini, il est dit que il y a une diminution de 0,11. Donc, c'est des données que je n'ai pas mis là. Et le pH actuel de la mer, c'est 8,1. Donc, je n'ai pas mis là parce que c'est des données que j'ai vu qu'on ne va pas mettre. Ça ne va pas trop vous servir peut-être. Donc, la couche supérieure aussi est chaude. Tout ça, vous voyez que les espèces qui vivent dans cet écosystème sont menacées. Et puis, nous allons maintenant aborder, on a fini avec les écosystèmes, on a essayé de faire un peu de façon ramassée pour montrer les conséquences sur les écosystèmes. On va rentrer un peu à l'intérieur de ces écosystèmes quand on prend aussi la biodiversité. Qu'est-ce qui se passe? J'ai énuméré quelques données. Hein. Je sais que vous en détenez aussi. Et quand on parle de la biodiversité, j'ai cité ici, il y a peut-être d'habitat pour des espèces. Quand on parle de l'évolution de la sécheresse, vous savez que là où la sécheresse est arrivée, c'est que la biodiversité de cette partie doit disparaître. Et lorsqu'on dit également qu'il y a montée de la mer, il y a inondation, les espèces qui ne sont pas aquatiques forcément vont disparaître. Donc, il y a disparition de plusieurs espèces. Il y a la migration forcée d'animaux, comme on dit aussi les déplacés climatiques pour les humains. On a toujours essayé d'enjoliver un peu les thèmes parce que c'est les humains, on dit c'est les déplacés, mais pour les animaux, on dit c'est migration forcée. Donc, tout ça parce qu'il y a des espèces qui vivent typiquement je prends un exemple d'un animal qui vit typiquement d'une plante. Lorsque cette plante est menacée, cet animal va disparaître de là. Et si l'animal quitte là et ne retrouve plus la plante haute ailleurs, c'est que l'espèce aussi va disparaître. Donc, c'est des trucs aujourd'hui que certains ne voient pas parce qu'ils se disent que c'est scientifique, mais des gens qui sont même nos parents, qui sont au village, savent. Ils vont vous dire, ah, il y avait une espèce qu'on voyait, on ne voit plus ça. Comme quand je vais aujourd'hui dans nos combats, on va vers nos parents au village, ils disent qu'on ne voit plus le bousier que nous appelons chez nous Azege Blimi, qui est en train de rouler nos défécations pour essayer de renforcer le sol pour que le couvert végétal soit riche pour la production agricole. Donc, les parents au village disent qu'ils ne voient plus ça parce que l'écosystème est menacé, ces espèces vont disparaître. Donc, il y a aussi la perturbation des chaînes alimentaires. Lorsqu'on parle de la perturbation des chaînes alimentaires, lorsqu'une espèce disparaît dans la chaîne alimentaire, la chaîne trophique, c'est que toute la chaîne est bouleversée. Une espèce n'existe pas, c'est que l'espèce hôte qui vit de ça aussi doit disparaître. C'est pourquoi on dit la perturbation de la chaîne alimentaire. Il y a également la perturbation des cycles de développement des espèces. Quand certaines espèces qui sont aquatiques et qui se retrouvent dans un écosystème donné, lorsque les conséquences des changements climatiques font qu'on a maintenant la disparition, c'est-à-dire l'assèchement des cours d'eau, ces espèces qui ont un cycle de développement de leur vie doivent vivre dans ces milieux aquatiques vont disparaître. Donc, le cycle de développement de l'espèce est bouleversé. L'espèce n'a plus l'horloge interne qui lui dit je dois me développer comme ça, je dois pondre à telle période parce que les conditions favorables pour le permettre de pondre n'existent plus. Donc, c'est pourquoi on parle de cycle de développement des espèces bouleversées. Il y a la transformation des terres fertiles en désert. On a parlé du désert, l'évolution du désert, la désertification. Donc, il y a les blanchissements des coraux dans la mer, perturbation des courants marins, perturbation des habitats forestiers, moins d'arbres pour absorber le CO2. On en a parlé tout à l'heure, la séquestration du CO2. Nous allons rapidement partir parce qu'il y a beaucoup de choses aussi que je voudrais comprendre à partir de vos expériences.
Alors, j'ai essayé de faire sortir un peu quand on dit que les espèces disparaissent. Il y a certains qui vous demandent est-ce que vraiment les espèces disparaissent. On ne vit pas dans les mêmes milieux. Quelqu'un qui est, par exemple, en Guinée, moi je n'ai pas encore eu la chance de visiter ce pays-là, il y a des espèces typiquement pour la zone que moi je n'ai pas encore découvert. Peut-être ces espèces disparaissent aujourd'hui que vous avez l'information sur ça. Donc c'est à travers ces données qu'on montre à l'autre que dans ma zone, à cause des changements climatiques, ceci disparaît. Je crois que on a mis le manchot qui est en train de disparaître, à cause de déséquilibre polaire. Il y a aussi les éléphants. Vous savez, l'Afrique est reconnue pour l'éléphant d'Afrique, qui c'est un gigantesque animal. Donc, quand il y a l'évolution du désert, c'est qu'il n'y a plus de végétation pour ces espèces-là qui évoluent, qui migrent, puis ces espèces disparaissent. Vous allez voir aussi notre ami, l'ami que je défends tout le temps, les singes à ventre rouge, qui pratiquement ont disparu. Cette donnée existe scientifiquement. Quand vous allez sur la page de l'UICN, qui est une organisation de conservation des espèces, ils vont vous montrer les espèces qui sont dans la zone rouge. Donc, cette espèce, comme singe à ventre rouge, est dans la zone rouge, c'est-à-dire exposée à l'extinction. Donc, les gens travaillent aujourd'hui, nous travaillons pour préserver ça. Donc, et à la fois, certaines activités de l'homme, la chasse, la destruction, le foncier, il y a aussi les conséquences des changements climatiques qui déséquilibrent les écosystèmes et ces espèces disparaissent. Nous allons aussi prendre l'exemple, on a fini avec ces exemples-là. On va prendre le cas, on a fini avec la biodiversité. Juste quelques données, je crois que vous en avez, et puis on va en débattre tout à l'heure. On va maintenant parler un peu des ressources en eau aussi. Les ressources en eau, j'ai juste schématisé avec les données que s'il y a des gens de Tchad là, s'il y a des gens de Malawi, ils doivent savoir. Il y a le lac qui est en train de, il y a l'assèchement, tout ça. C'est des zones qui avaient de l'eau, Vous allez voir, vous voyez les pirogues, les gens avaient de pirogues, prenaient des pirogues pour se balader, pour aller faire la pêche et autres. Quand il n'y a plus de l'eau, la pirogue ne peut plus bouger parce que ça bouge dans un contexte donné. S'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas un écosystème, même les pirogues fabriquées par l'eau ne peuvent pas bouger. Donc, ces paysans, ces communautés qui vivent dans ces espaces-là vont peut-être migrer. C'est là on va parler de déplacés climatiques à cause des conditions défavorables pour la vie. Et puis, on a la sécheresse prolongée, réduction des réserves d'eau, impact sur les cours d'eau, lacs, conséquences sur l'agriculture et les communautés. Ben, quand on parle de l'eau, il y a toujours l'agriculture aussi. Parce que quand il n'y a pas l'eau dans une zone, c'est qu'il n'y a pas d'agriculture. Il y a le stress pour les plants. Donc, ce qu'on peut d'abord dire là, et puis je vais essayer de montrer un peu ce qui s'est passé en Tchad là, réellement. J'ai essayé de prendre les données aussi sur l'Internet, l'évolution du volume d'eau du lac Tchad entre 1987 et 2015. Vous voyez, en 1987, pour ceux qui sont déjà nés en cette période-là, il y avait le volume d'eau qui dépassait les 7000. Mais regardez, en 1987 à 2000, regardez le niveau 3000. Mais en 2015, c'est 1000. Ça veut dire le lac disparaît comme ça. C'est des données qui existent. Quand vous voulez visiter ça, allez dans ces zones-là, au Tchad, vous allez voir. C'est des données qui existent sur Internet. Vous pouvez taper, vous allez trouver ça. Donc, j'essaie de faire un peu le voyage sur Internet pour vous trouver ces données-là aussi. En plus de cela, vous voyez, il y a, quand on parle de l'eau, ce n'est pas seulement les cours d'eau. Il y a la nappe phréatique, cette eau souterraine. Quand on parle de l'eau souterraine aussi, nos populations vivent de ça. Même nous tous, quand on parle de l'eau traitée, l'eau propre que nous consommons, c'est que ça vient d'une source et ça quitte la source avant d'être traité. Si l'eau n'existe pas à la source, c'est qu'on n'aura pas de l'eau. Donc, les communautés qui ont quand même ces sources d'eau traditionnelles pour les communautés là, communautaires, vous allez voir que quand il y a assèchement de la nappe phréatique, il y aura plus de l'eau dedans et les communautés vont abandonner ça. Donc, au niveau des eaux de surface, comme
les cours d'eau, les lacs, on a vu ça. Mais l'eau souterraine aussi disparaît parce qu'il y a l'assèchement. Quand les eaux de surface ne communiquent pas avec la nappe phréatique, c'est que la nappe phréatique aussi n'est pas alimentée. Donc, c'est des données que vous pouvez comprendre. Si nous vivons et on ne sait pas ces données-là, c'est qu'on aurait vécu inutilement parce que après notre mort, ce n'est pas après notre mort, on peut encore avoir ces données-là. Je ne suis pas allé là-bas pour voir si effectivement il y a une vie ou il n'y a pas de vie. Donc, à part ça, nous allons aborder après les écosystèmes concernant les ressources en eau, on va prendre le cas d'agriculture pour juste donner un exemple. Vous voyez, regardez comment le sol est totalement asséché. Le sol est totalement asséché. Là, maintenant, le sol serait pauvre en tout. Parce que quelle espèce va vivre dans une condition comme ça? Quel rendement il peut avoir? La sécheresse va prendre pas là. Il y aura peut-être au fil du temps, on n'aura plus ces trucs-là. Parce qu'après cette récolte, s'il y en aura, hein, est-ce que quelqu'un peut encore oser prendre son argent et mettre de semences sur cette terre-là? C'est une terre déjà complètement morte. Donc, c'est des trucs qui existent, que vous pouvez découvrir dans des pays. Je sais pas, chacun dans son pays. Je ne sais pas que ce n'est pas seulement les Guinéens qui sont ici. Il y a aussi l'apparition de nouveaux types de ravageurs, ceux qui sont un peu dans la production agricole. Vous savez, quand on parle de ravageurs, c'est quand même quelque chose qui dérange trop nos producteurs. Et ça a fait que les producteurs utilisent tellement de produits chimiques qui agissent encore sur le climat. Donc, il y aura ces ravageurs qui vont envahir nos productions. Quand il y a d'abord inondation, il y a des maladies qui viennent avec d'autres ravageurs qui vont émerger. Et ces ravageurs, n'ayant pas encore des espèces naturelles pour lutter contre, seraient résistants à tout. Vous n'allez pas trouver de solution et l'homme même est exposé. Quand il n'y a pas d'agriculture, c'est qu'on est exposé. Il y aura perte de rendement, il y aura stress hydrique au niveau des cultures. Donc, c'est ce que j'ai voulu sortir juste à travers ce slide-là. Donc, nous allons donner les quelques actions pour protéger la nature, ce que moi j'ai proposé ici, juste pour nous montrer qu'on peut faire. On peut agir. Chacun peut agir dans sa maison, dans son quartier, dans son pays. Chacun peut agir à travers sa page Facebook, son profil Facebook. À travers tous les canaux, on peut agir. On peut demander aux gens de conserver les forêts. Conserver les forêts, c'est qu'on va séquestrer le CO2. On peut protéger les espèces qui sont menacées. Quand je sais que c'est le singe à ventre rouge ou singe à ventre rouge ou singe à ventre roux est menacé, c'est que dans ma zone, je dois dire aux communautés, aux chasseurs, ne tuez pas ça. C'est une espèce que nos enfants vont découvrir pour savoir que le créateur de toutes choses a créé aussi cette espèce pour nous assister, pour nous apporter quelque chose dans l'écosystème. Donc, on peut adopter des énergies propres, comme aujourd'hui, il est développé l'énergie renouvelable. Il y a d'autres énergies aussi, éoliennes, tout ça. Donc, énergie fossile qui est créée avec la libération des gaz à effet de serre comme CO2, c'est des trucs qui détruisent notre planète. S'il n'y a pas vie sur la planète, on ne peut plus utiliser ça. Tout le monde va disparaître. Donc, on va conscientiser un peu. Il faut coopérer dans les échanges d'informations, comme ce que vous avez décidé de faire en nous sollicitant depuis le Bénin, parce que moi, je vis au Bénin, à communiquer avec vous. Il faut faciliter ça. C'est ça un point aussi au niveau des ODD. Quand on parle de ODD 17, c'est une question de partenariat entre les États, entre les compétences, les technologies. Donc, promouvoir le développement durable, les ODD. Le développement durable, je crois que chacun doit essayer de chercher, ou bien l'organisation doit créer encore une autre séance pour qu'on en discute, pour que vous preniez quand même connaissance de ce qu'on met dans le développement, de quelles sont les dimensions d'un projet, pour qu'on parle de ce projet, un projet qualifié de durable, un projet qualifié de projet qui apporte de bien social, un projet qui apporte, qui préserve l'environnement. Donc, il faut penser à cette typologie pour sensibiliser le plus grand nombre, comme vous avez commencé les communications en ligne. Donc, il faut prendre les actions locales, ce que vous avez commencé, même les sensibilisations. Donc, je vais
maintenant prendre l'exemple pour que vous savez que nous pouvons agir. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Les slides prochains, je ne vais pas développer. Je vais vous montrer les images. Et puis, je ne sais pas si vous reconnaissez les visages. Je ne sais pas si vous reconnaissez les visages. Je bouge le curseur sur ceci. La jeune fille que vous voyez, elle est suédoise. On l'appelle Greta Thunberg. C'est une jeune fille très déterminée pour la lutte contre le dérèglement climatique. Elle fait ce combat de justice climatique depuis longtemps, très jeune. Donc, nous pouvons faire comme elle. Aujourd'hui, il n'y a pas une rencontre sur les changements climatiques où elle n'est pas là. Elle va toujours porter la voix de la jeunesse. Puis, à côté, l'extrême, sur ma page, l'extrême gauche, vous allez voir le vieux qui est en train d'arrêter le désert. C'est un Burkinabé, Sawadogo. C'est un vieux de 66 ans, je pense, qui travaille. Donc, on peut faire comme ces personnes qui ont décidé de travailler, pour les générations futures, qui ont décidé de conserver l'espèce humaine, qui ont décidé de conserver les espèces de tout genre. Donc, on va pas seulement prendre les autres exemples. Je prends aussi l'exemple juste à côté de nous. Et c'est d'abord l'organisation Éducation Action Climat que Madame Baldé Amina dirige. C'est les actions comme ça on peut faire. Ce que vous apportez, peut-être vous ne voyez pas. Mais lorsque vous travaillez même pour 100 personnes et 10 personnes prennent conscience, c'est que ces 10 personnes vont influencer d'autres dans la communauté. Et ce que vous faites, je loue ça, j'apprécie ça. Félicitations pour ça. Donc, c'est un peu partout dans les pays. Nous-mêmes qui communiquons, vous n'allez pas dire que est-ce que nous on communique seulement. Vous voyez, c'est moi, je suis ici en nation en train de communiquer. À travers ce projet, les responsables délégués des CEG, je crois que Aminata me suit très bien. Amina me suit très bien. On a déjà formé, c'est vrai que cette année, on n'a pas travaillé avec les écoles. On a formé responsables délégués, environ 5000 responsables délégués. On les invite, on les forme, on fait des sketchs, tout ça. Donc, c'est des trucs que vous pouvez faire. Donc, c'est directement les responsables délégués, mais indirectement, c'est un nombre. Parce que quand on forme, d'autres personnes viennent, d'autres élèves viennent. Mais nous, on a choisi juste ces cibles-là qui sont des leaders en gestation, qui vont travailler dans les communautés. Donc, c'est comme ça on peut travailler. Et je félicite tous ceux qui travaillent aux côtés de la présidente. Je félicite toute l'équipe parce que vous faites un travail formidable, même sur votre page Facebook et même avec le choix de vos thématiques. Et pour finir, je voudrais juste citer une pensée. Si vous donnez l'exemple, vous n'aurez pas à donner de règles. C'est lorsqu'on ne donne pas d'exemple qu'on donne des règles. Lorsque vous sensibilisez, vous n'avez plus besoin de faire autre chose. Ne communiquez pas seulement. Travaillez sur le terrain pour que les autres puissent comprendre qu'eux aussi, ils doivent agir. Si vous prenez conscience et que d'autres personnes peuvent prendre conscience. C'est une citation trouvée sur Internet et c'est marqué Zig Ziglar. Donc, merci de votre